Bretagne. Alors, Mathieu, merci beaucoup de nous consacrer un peu de ton temps. Alors, on parlait action robuste juste avant de lancer la connexion. Donc, on a déjà parlé un petit peu de cette logique stratégique-là, de l'opportunisme flexible, de la multivocalité ou plurivocité. Mais euh, euh, tant qu'on rentre pas dans le détail de cas un peu spécifiques, c'est vrai que c'est un cadre conceptuel qui reste un peu abstrait, enfin, dont on ne voit pas toujours exactement comment ça se déploie. Et toi, tu as étudié un cas concret. Alors, pour être très clair, on peut pas dire euh, l'action robuste, c'est une grille de lecture. Donc, c'est pas des gens qui se disent, tiens, je vais faire de l'action robuste. C'est des gens qui déploient des stratégies dont on peut se dire, tiens, ça ressemble à ce que faisait Côme de Médicis au début du XVe siècle, ça ressemble à ce que faisait Thomas Edison, ça ressemble. Euh, donc, le travail je vais te mettre en avant hop, pour tout le monde, le travail de Mathieu, mais je vais te laisser en dire un peu plus pendant sa thèse. Donc, euh, Mathieu qui a fait sa thèse à Polytechnique et qui est maintenant euh, en Savoie, Haute-Savoie, Mont-Savoie, C'est corrige-moi. Savoie, Savoie et Haute-Savoie, ouais. Université Savoie, Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc, voilà, je savais il me manquait une montagne dans le titre, et qui a étudié un cas d'une organisation avec une grande richesse stratégique, je vais le laisser en dire un peu plus, et dans cette richesse stratégique, il y avait quelque chose dont on peut se dire que l'action robuste permettrait d'en rendre compte. Alors, peut-être pour commencer, Mathieu, parler un peu de l'entreprise en elle-même, puis après on parlera de l'action robuste à l'intérieur de ça, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise et sa vocation, notamment face au dérèglement climatique, à l'anthropocène? Ouais, bah, j'avais prévu d'en parler dans la présentation pour présenter un peu justement en substance le cas. Je partage juste mes diapos si c'est bon, vous les voyez bien. Ouais, Ouais, super. Donc, merci hein, déjà Johan pour ton accueil et puis pour un peu présenter le cas. Effectivement, je vais vous présenter en fait pour faire écho à votre séminaire, un cas d'entreprise que j'ai étudié pendant ma thèse. Cette entreprise s'appelle Ulteria. Donc c'est une PME en fait hein, qui regroupe en gros 150 personnes. Il y a plusieurs sites d'exploitation, donc pas simplement une usine, mais plusieurs sites. Donc il y a une réalité un petit peu réseau, écosystème derrière cette organisation. Et c'est une organisation à la base qui travaille dans l'activité d'agencement de magasins. Donc en gros, c'est une menuiserie donc qui travaille du bois pour créer des agencements de magasins, notamment pour le compte des magasins biologiques, donc des épiceries bio. Donc si vous êtes déjà rentré dans un Biocoop, si vous êtes déjà rentré dans la Vie Claire, Naturalia, voilà, ces magasins un peu qui sont spécialisés dans l'alimentaire bio. Et donc, effectivement, moi, j'ai eu la chance de passer 4 années dans cette entreprise, de voir un peu sa croissance. Je l'ai vu dans une phase de croissance, c'est-à-dire avec du monde qui arrivait, avec des nouveaux marchés qui étaient investis, et surtout avec des dirigeants, je vais avoir l'occasion d'y revenir, qui ont vraiment essayé de bâtir pendant ces 4 ans une vision stratégique pour répondre à ce qu'on appelle, nous, dans la littérature, ou enfin, avec nos mots de chercheurs, des grands challenges, mais qui sont en fait, on pourrait traduire ça comme des grands défis ou des contributions sociétales. C'est-à-dire, à un moment donné, des entrepreneurs et des entreprises qui se disent, mon objectif, c'est pas uniquement de faire de l'argent ou de développer la croissance de l'organisation, parce que j'estime que ça, j'ai déjà fait, ou parce que, certes, c'est important, mais c'est pas forcément la seule finalité de l'entreprise, et qui à un moment donné essayent de mettre leur aventure entrepreneuriale ou le développement de leur entreprise au service d'un enjeu qui peut être social, qui peut être environnemental, qui peut être humanitaire, enfin en tout cas qui est extra-économique. Et donc j'ai observé un peu la manière dont cette organisation a
commencer à bâtir sa stratégie, construire des actions autour de ça. Et effectivement, en voyant un peu en parallèle l'idée de robust action, d'action robuste, donc, dont vous avez déjà entendu parler, se développer, bah, j'ai essayé de faire un peu le lien entre cette théorie qui se développait dans la littérature académique et ce cas d'entreprise qui, moi, me semblait devenir un peu, enfin, me semblait développer un peu une stratégie d'action robuste. Euh, pour vous poser très très rapidement le cadre, en fait, ce que j'ai observé un peu moi dans mes travaux, c'est que en 2017, fin 2020, quand j'ai commencé ma thèse, hop, voilà, je voyais des organisations, beaucoup d'organisations qui étaient en quête, alors j'ai appelé ça redirection écologique parce que je fais un peu écho à des théories contemporaines, mais qui étaient en quête de contribuer à des enjeux de société, qui soient d'ordre sociaux, beaucoup d'ordre environnementaux notamment. Et donc, j'observais pas mal dans les écosystèmes dans lesquels je faisais ma thèse, c'est-à-dire à la fois des entrepreneurs, des salariés, des cadres, des consultants aussi, beaucoup de collectifs qui se formaient ou à qui on faisait appel au sein d'organisations pour essayer de transformer un petit peu l'activité économique de l'entreprise pour faire en sorte qu'elle soit plus adaptée à un monde à un monde en fait qui fait face à des tas de défis, que ce soit des défis environnementaux ou des défis sociaux. Donc là, j'ai mis à l'écran des organisations, The Shift Project, la Convention d'entreprise climat, peut-être vous avez entendu parler, mais qui sont des associations qui se montent un peu de manière périphérique aux entreprises et qui se proposent de les former à des enjeux qui sont des enjeux type changement climatique, etc., pour les faire évoluer dans leur cœur de métier d'activité, pour faire en sorte que l'activité de l'organisation de l'entreprise soit plus adaptée aux contraintes climatiques qui peuvent peser sur elle. Et ça, c'est reçu par des dirigeants, par des entreprises qui derrière signent des tribunes en disant oui, oui, en gros, on a compris le message, on va effectivement changer. Et même pour faire le lien avec ce que vous avez entendu ce matin, je crois, vous avez du coup certains dirigeants, dont certains sont très médiatiques, qui se posent carrément comme des activistes du climat par le biais de leur activité de PDG, d'entrepreneur ou autre. Donc moi, vous voyez, c'est vraiment dans cet univers-là un peu que j'ai réalisé mon travail de thèse. Et c'est dans cet environnement-là, dans cette espèce de bain un peu idéologique, que gravitait l'entreprise Ulteria que j'ai pu voir. Et donc, dans cet univers un peu idéologique, vous aviez des gens qui évoquaient beaucoup l'idée de changer de modèle d'organisation et d'aller vers des modèles d'économie circulaire, d'activités qui respectent ou qui vont dans les limites planétaires, d'organisations qui essayent d'aller dans de l'économie dite régénérative, symbiotique, etc., pour aller plus loin que d'anciens modèles, de modèles du développement durable ou de modèles d'ISO 26000 liés un peu aux stratégies RSE. Donc, je vivais vraiment dans cette espèce de bulle, hein. Ça ne correspond pas à toutes les entreprises, mais ça correspond quand même un réseau aujourd'hui d'acteurs, d'entrepreneurs, d'entreprises qui vraiment vivent leur entreprise comme un moyen aussi de transformer plus globalement le système socio-économique. Donc ça, c'était juste en deux mots pour un peu voilà, vous dire le contexte dans lequel moi j'ai vécu mes travaux. Et donc, j'ai effectivement eu l'occasion de faire une thèse quasiment en immersion. Enfin, vraiment, j'étais 3, 4 jours par semaine dans cette entreprise. Je travaillais avec eux. J'avais des rôles opérationnels dans l'entreprise pour l'aider dans ses développements, ce qui m'a permis d'avoir un lien extrêmement fort avec les gens qui travaillaient dans cette entreprise, que ce soit des deux dirigeants dont je vais parler, qui étaient à la direction d'entreprise, jusqu'aux tous les gens qui travaillaient pour la confection d'un mobilier ou d'un agencement de magasin. Donc l'architecte, le technicien de bureau d'études, le menuisier ou le monteur qui allait effectivement en magasin monter les meubles, etc., pour livrer le produit final de l'entreprise, quoi. Euh, et ce qui était intéressant, donc, c'est que cette entreprise, elle s'appelle donc Ulteria, comme je vous l'ai dit, et elle a développé, hein, pendant le moment où j'ai fait ma thèse, toute une stratégie autour de comment elle pouvait essayer de développer un modèle socio-économique qui pouvait répondre
aux enjeux de demain, en tout cas aux enjeux à la fois des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux d'organisation du travail, etc. Donc, il pensait vraiment son développement en lien avec ces grands enjeux, ces grands challenges. Et là, je vous ai mis une photo assez, moi, qui me fait assez rigolo parce que vous voyez, en fait, dans la partie du bas, c'est le lieu d'implantation de l'entreprise en réel. C'est-à-dire, c'est une photo vue d'une colline en haut. Donc, on se situe en Bourgogne, donc dans l'Yonne, donc vraiment dans le sud de Paris, c'est à 2 heures de train de Paris, dans une zone rurale. On est à allez, 15 minutes, 20 minutes d'Auxerre, si vous voyez un peu la géographie française. À droite, vous avez l'usine, la menuiserie, donc vraiment qui confectionne les meubles. Et à gauche, vous avez une chèvrerie, donc une ferme hein, qui est là, qui accueille des chèvres et qu'on va traire et qui pour notamment faire du fromage de chèvre. Et au milieu, vous voyez un dôme géodésique au milieu, et au milieu, vous avez en chantier là, un projet de confection d'une école. Et ça, en fait, je vous mets la photo parce que c'était vraiment le projet d'entreprise à proprement parler, qui était celui de créer un écosystème pour le travail et le vivant, et qui avait pour vocation de créer un lieu où pouvaient se mêler différentes activités, que ce soit autour du travail, de la menuiserie, autour de l'alimentaire, de la chèvrerie, et autour de l'éducation notamment, avec au milieu une école qui devait pousser. Et en fait, en haut, vous avez ce décor un peu enfantin, enfin ce dessin un peu enfantin, qui évoque en fait la stratégie de l'entreprise, qui évoque la vision stratégique, qui évoque même l'utopie. Enfin, moi, j'utilise ce terme dans ma thèse, mais pour dire qu'on a cette espèce d'idéal projeté de l'organisation, qui est un monde idéal, on voit en couleur, dessin enfantin, où vous avez que des relations qui sont belles et des infrastructures, des entreprises, des usines qui sont construites, des bâtiments qui sont construits pour à la fois faire des fromages de chèvre qui sont bio, pour créer des agencements en bois qui soient avec du bois massif, qui ne soient pas avec du bois qui est issu de sciure de bois, qui a en son sein des produits chimiques, etc. Donc vous avez vraiment la projection d'une utopie, d'un idéal un peu derrière ça. Et on va voir que ça fait écho aussi un peu à cette stratégie d'action robuste derrière. Pour vous faire un bref historique de cette entreprise, parce que je pense que c'est important de bien caler le décor pour comprendre pourquoi derrière on peut parler éventuellement d'un modèle stratégique d'action robuste. On a une entreprise qui vient de loin, c'est une entreprise, Ulteria, qui a été créée, enfin en tout cas s'est construite sur la création d'une société qui a été créée en 1957, qui était déjà une menuiserie, qui s'appelait Franck et Compagnie, qui a fait faillite dans les années 80, qui a été reprise par le fils du fondateur dans les années 90 et qui va devenir une entreprise qui va s'appeler Mobilewood et qui va vraiment investir ce marché de l'agencement des magasins bio et qui va être une brique très très importante d'Ulteria par la suite. Euh, En 2006, on a 2 entrepreneurs clés, trentenaires à l'époque, qui reprennent cette entreprise Mobilewood. Donc à l'époque, c'est 3 millions de chiffre d'affaires, c'est une trentaine de personnes, avec voilà, l'ambition à l'époque plutôt de se dire, putain, on est 2 entrepreneurs, faut d'abord qu'on réussisse à maintenir l'organisation le plus possible. Donc ils sont plutôt dans une logique économique de reprise et de réussir leur reprise. Alors qu'à cette époque, ils partent pas avec cette idée de dire on va contribuer au social, à l'environnemental, etc. À l'époque, c'est vraiment se dire on va déjà essayer de reprendre l'entreprise et de la faire fonctionner. Et c'est là que progressivement, dans les années 2000-2010, ils vont se rendre compte qu'il y a une montée en puissance du marché du bio en France. Ce n'est pas le cas dans toute l'Europe, mais en France, c'est particulièrement le cas, avec le développement de magasins bio, notamment très porté par une chaîne qui s'appelle Biocop, qui est la plus connue parce que la plus grande et aussi la plus historique. Et donc, eux, ils vont un peu surfer sur cette vague-là parce que, en fait, un agencement de magasins bio par rapport à un magasin de grande distribution comme Carrefour, Auchan et autres, a un besoin d'agencement spécifique, c'est-à-dire d'utilisation du bois massif, pour se différencier justement de la grande distribution. Besoin aussi de pouvoir faire de la signalétique dans les magasins, etc. Et cette entreprise Mobilewood, en fait, va progressivement verrouiller un peu toutes les compétences clés
pour proposer des agencements qui correspondent aux besoins de ces magasins bio. D'accord. Donc à partir de là, ils vont commencer à se développer, ils vont commencer à trouver leur marché et ils vont commencer à faire de la croissance externe, c'est-à-dire à racheter des concurrents, des menuisiers concurrents qui s'étaient aussi placés sur le même créneau de proposer des agencements aux magasins bio. Donc vous voyez, au début, la logique est assez classique en fait. Deux entrepreneurs qui rachètent les moyens de production d'une entreprise, qui trouvent un marché, qui mangent leurs concurrents pour grossir. On a un tournant assez important dans la vie de cette entreprise et de cet entrepreneur. C'est en 2014 où les deux entrepreneurs notamment vont avoir une grosse proposition de rachat par un concurrent américain. Donc, c'est-à-dire un agenceur américain donc, qui propose aussi des agencements de magasins pour les magasins bio américains, qui veut s'implanter en Europe. Ils se disent, bah tiens, l'Europe, en fait, quel est le marché bio le plus porteur en Europe? C'est celui de la France. Quel est notre concurrent français le plus gros? C'est cette entreprise Mobilwood. Bah, on va parler avec ces deux entrepreneurs et on va essayer de leur racheter leur entreprise pour ensuite nous investir le marché européen. On parle de plusieurs millions d'euros. On parle entre 5 à 10 millions d'euros. Bah, un chèque qui serait fait par les Américains pour ces deux entrepreneurs. Ils se posent plein de questions à ce moment-là, et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que va naître cette idée de développer une entité, une aventure entrepreneuriale qui, entre guillemets, a du sens et qui va se connecter à des enjeux socio-environnementaux. Euh, donc, ils tergiversent, ils se posent un milliard de questions. Est-ce qu'on prend le chèque, est-ce qu'on prend pas le chèque, etc. Ils refusent, ils disent non aux Américains, ce qui d'ailleurs leur a coûté, je pourrais rentrer dans les détails après si vous avez des questions. Et c'est là où vraiment ils vont lancer cette espèce de nouveau défi entrepreneurial qui est Ulteria, donc l'entreprise dont je vous ai parlé au début. Et là, ils vont se lancer dans plein d'expérimentations. À la fois, ils vont lancer un nouveau modèle managérial pour l'organisation qui s'appelle l'holacratie. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ils vont cristalliser un projet, une vision stratégique pour Ulteria, où ils vont dire notre projet, ça va être de mêler sur un même site différentes activités et de faire en sorte que ces activités s'entremêlent, euh, soit génèrent des externalités positives entre elles. Donc, ils parlent d'une usine, d'une école, d'une ferme, d'une maison éco-citoyenne. C'est sur le lieu que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, ils vont, sur leur activité économique, sur leur marché même, ils vont se mettre en tête d'essayer de faire décoller le marché du vrac et le marché de l'agencement écologique. Et là, l'idée, c'est là où vraiment l'entreprise se connecte à des enjeux de société très forts, c'est qu'ils vont faire le constat qu'aujourd'hui, même dans le bio, finalement, on a beaucoup de déchets qui sont générés notamment par le consommateur parce que le système de la distribution alimentaire et de la grande distribution est un système qui marche par l'emballage, principalement. Et donc, en tant que consommateur, en fait, on achète des produits qui sont emballés, on jette l'emballage, on mange, etc. Et donc, on produit des déchets. Et eux se disent, pour des raisons écologiques, pour des raisons de pertinence aussi, de valeur autour du monde de la bio et de l'alimentation biologique, on pourrait essayer d'inventer des nouvelles formes d'agencement de magasins qui permettent au consommateur final, donc à nous, de consommer en vrac, c'est-à-dire sans emballage. Donc à la fois des pâtes, du riz, des gâteaux et pourquoi pas même des liquides, d'accord, de l'eau, du vin, etc., de la lessive, etc. Et donc ça nécessite toute une ingénierie de la part des agenceurs de magasins dans lequel ils vont investir beaucoup d'argent pour essayer de développer en fait cette nouvelle manière de distribuer de l'alimentaire dans les magasins. Et donc, on voit qu'il lance un peu tout ça et qui cherche un peu à se connecter à des enjeux de société. Euh, Là-dedans, ce qui est intéressant de revenir peut-être en deux mots, c'est que on fait face à deux dirigeants qui sont assez atypiques quand même dès le départ, même si au début, hein, j'ai dit qu'ils avaient plutôt conçu leur aventure entrepreneuriale de manière assez classique. Mais dès le départ, on a affaire quand même à deux dirigeants qui sont assez atypiques. Et vous le voyez, ici, j'ai mis une verbatim d'un des deux dirigeants, donc c'est-à-dire un extrait d'entretien, hein, où il explique en gros qu'il sent que le monde économique dans lequel il vit, dans lequel ses parents ont vécu, est un monde qui est en train de mourir et que lui, en tant qu'entrepreneur, se sent une forme de responsabilité qui est celui d'inventer un nouveau modèle.
Mais en même temps, on voit qu'il ne sait pas trop comment faire, qu'il tâtonne. C'est la question qu'il pose à la fin, comment est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire que c'est difficile de projeter un plan stratégique très clair là-dedans. Euh, Malgré tout, on a deux dirigeants qui partagent des valeurs communes assez fortes. Donc, c'est ce que j'ai dit, ils ont une éthique des affaires qui est commune, mais qui connaît plusieurs inspirations. J'ai mis à chaque fois des verbatims issus d'entretiens que j'ai pu faire avec eux pour étayer un peu mon propos, mais c'est des individus qui ont une foi chrétienne, déjà. Donc, ils considèrent aussi que l'aventure entrepreneuriale, l'aventure économique, elle ne peut pas que se concevoir pour une raison économique. Elle doit avoir une espèce de raison un peu transcendantale qui va au-delà justement de la question économique. C'est des gens qui progressivement, par leur marché, vont aussi par capillarité comme ça faire infuser les valeurs de la bio dans leur mode de vie et dans leur organisation, puisque le bio est aussi un marché particulier, hein, qui propose de distribuer des produits alimentaires qui sont de bonne qualité, qui sont produits dans de bonnes qualités. Donc derrière, ça, par capillarité, ça veut dire aussi d'avoir un agencement de magasins qui soit de qualité. Ça veut dire avoir des valeurs humaines, des relations humaines dans l'organisation qui sont aussi de qualité. Donc vous avez aussi toute cette capillarité qui monte. Et en même temps, c'est des gens qui aussi ont un peu grandi dans ce mythe un peu de la start-up, c'est-à-dire d'une idée un peu comme ça qu'on lance, on en fait une entreprise et puis ça croît et puis ça révolutionne un secteur. Et ça, on le voit parce que on va avoir des dirigeants qui se sont formés dans des business schools et pas n'importe lesquels, hein. Il y en a un des deux qui s'est reformé après avoir travaillé dans des grandes entreprises à l'INSEAD, qui est une des écoles de commerce pour des gens en formation continue parmi les plus cotés dans le monde, en tout cas dans le monde des business schools. Et dans leur aventure entrepreneuriale, notamment sur cette idée de développer un marché du vrac, ils vont essayer de monter beaucoup de startups ou de faire des alliances avec beaucoup de startups qui essayent d'innover justement dans les manières d'agencer les magasins et de distribuer des produits alimentaires sans emballage. Donc on a tout ça un peu qui se mélange. En même temps, on a des on a des dirigeants du coup qui progressivement vont mettre en résonance leur parcours de dirigeant, leur fonction économique de dirigeant, c'est-à-dire à un moment donné de monter une entreprise, de la pérenniser, de la développer, de la pérenniser, d'arriver à gagner de l'argent avec, et qui vont la mettre un peu en résonance avec un projet de société. Et ça qui va plus résonner notamment avec leur foi qui leur est propre. Et donc on a un peu cette mise en résonance progressive qui va se concrétiser par ce projet d'entreprise Ulteria, cette idée de mêler différentes parties de la vie, le travail, l'éducation, l'alimentation, la citoyenneté, et d'un point de vue économique, d'essayer de faire basculer un marché, qui est ce marché de la distribution alimentaire, vers quelque chose de plus vertueux, notamment par l'intermédiaire de leur prise principale, qui est cette question de l'agencement des magasins. Euh, Ils vont ensuite, à partir de cette vision stratégique, construire ce que j'ai appelé des piliers, c'est-à-dire des espèces de grandes actions concrètes qui vont essayer de mener et qui vont être des marqueurs assez forts de cette vision stratégique qu'ils portent. Euh, Ils vont se doter d'une raison d'être, comme c'est beaucoup à la mode pour les organisations, c'est de dire, voilà, on n'a pas simplement qu'une raison d'être économique, on a une raison d'être sociétale. Vous avez cette idée écosystème, créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Ils vont vraiment concentrer leur activité autour de deux métiers, l'agencement de magasins, les métiers du vrac, donc cette idée de vendre des produits sans emballage. Et ils vont donc se doter de ces trois piliers qui sont essayer d'avoir une expertise la plus pointue possible sur les métiers de l'agencement et du vrac. Ils vont essayer de développer un système de management à travers l'holacratie qui soit le plus participatif, le plus ouvert possible. Et ils vont ancrer aussi leur activité dans leur territoire, qui est un territoire rural, qui est un territoire où il y a beaucoup de taux de chômage, où il n'y a pas beaucoup de boulot, etc. Et donc, ils vont aussi avoir à cœur de faire réatterrir en fait un petit peu les bienfaits ou la valeur ajoutée de leur entreprise sur leur territoire, pour réinvestir sur leur territoire. Alors, juste un mot sur le management participatif, parce que ça, c'était aussi un de mes gros travail de thèse, essayer de déterminer un peu ce modèle-là.
Ce qu'ils ont cherché à faire, hein, c'est essayer d'inventer, de développer un modèle participatif dans leur organisation qui fait écho à un modèle qui s'appelle l'holacratie et qui était l'idée de vraiment se départir de toute forme hiérarchique ou très managériale ou très descendante d'organisation du travail, pour se doter d'une organisation du travail plus holacratique, qui soit beaucoup plus auto-organisée, qui fasse beaucoup plus place à la fois à l'autonomie des individus et à leur capacité à décider, à prendre des décisions de manière collective, pour éviter de concentrer la décision sur quelques têtes. Et donc essayer le plus possible en fait d'ouvrir leur organisation à la fois aux salariés, donc partager et faire participer le maximum de personnes de l'entreprise aux grandes décisions stratégiques, organisationnelles de l'entreprise, et en même temps aussi augmenter les potentielles relations de l'entreprise avec des parties prenantes externes qui pouvaient les aider justement dans la vision stratégique qu'ils avaient mis en place. Donc vraiment essayer de développer cette idée d'une organisation qui soit la plus ouverte possible. Donc, je ne rentre pas ici dans les détails, mais si vous souhaitez, on pourra. Euh, et à côté, donc troisième pilier, hein, ils vont développer, enfin deuxième pilier, pardon, ils vont développer les métiers de l'agencement et du vrac autour de deux grandes idées. C'est un, essayer au maximum d'œuvrer pour la préservation des forêts, puisqu'ils utilisent beaucoup de bois. C'est des menuisiers, donc ils utilisent du bois pour fabriquer de l'agencement. Donc il y avait cette idée de travailler autour de la renouvelabilité de la ressource qu'ils exploitent. Et en même temps, essayer de travailler autour de concepts zéro déchet pour permettre au consommateur final, hop, de pouvoir consommer des aliments, des produits de la vie quotidienne sans faire utilisation d'emballage. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ils ont mené beaucoup d'actions concrètes autour de comment je fais pour utiliser des matériaux qui aient une provenance écologique, qui soient issus de forêts gérées durablement. Est-ce que les agencements que j'utilise, je ne peux pas les réutiliser dans une certaine manière? Est-ce qu'un magasin qui remplacerait son agencement, je dois forcément prendre son agencement et le jeter à la poubelle? Est-ce que je ne peux pas essayer de réutiliser ça d'une manière ou d'une autre? Et sur les concepts vrac, vous avez ici quelques photos de essayer de consommer en vrac sur des épices, sur de l'huile, sur du vin, sur de la lessive. C'est pas évident. Et ça nécessitait comme ça tout un tas d'innovations, d'essais-erreurs. Est-ce qu'on va utiliser, comment on va faire en sorte, quel type de bac à pelle ou quel type de distributeur de vrac on va utiliser, dans quelle mesure ça va être facile à utiliser pour le consommateur. Tout ça, c'est des tests qu'ils ont essayé de mener pour trouver le meilleur agencement possible, en fait. Donc, c'était beaucoup d'investissements qu'ils ont menés là-dedans. Et une quatrième action qui aussi démontre un peu de cet engagement-là, c'est qu'ils se sont, dans leur croissance, ils se sont lancés dans la construction d'une nouvelle usine. Ils ont essayé de faire en sorte que l'usine même, dans la manière dont elle a été conçue, dont les matériaux ont été conçus, c'est-à-dire le béton, etc., puisse être le plus possible, être réutilisable à la fin de la durée de vie de l'usine, et puisse aussi faire place belle à la qualité de vie au travail. Donc, c'est-à-dire faire en sorte de travailler dans une usine qui soit ouverte, avec des fenêtres, etc., pour éviter de travailler dans des conditions qui soient du froid, du sombre, etc., notamment pour les menuisiers ou les ouvriers. Donc, il y avait aussi toute cette réflexion-là qui était menée par ailleurs. Et dernier plan, cette idée de développement territorial et rural dont je vous ai parlé, là, ça passait vraiment dans leur idée par cette idée de construire cet écosystème au sein de l'entreprise, hein, qu'ils appelaient, qu'ils ont développé, qui était cette idée de développer sur un même site une usine, une chèvrerie, une maison éco-citoyenne, une école, qui puisse permettre à la fois de travailler, à la fois de pouvoir se nourrir, à la fois de pouvoir organiser un petit peu des événements qui puissent accueillir en fait des événements sociaux, enfin, sociaux et locaux. Euh, et donc là, je vous avais mis l'image ici, ça donne ça aujourd'hui. Euh, L'idée, donc, je vous ai présenté un peu, désolé si je passe un peu vite, mais je vois qu'il est déjà 16 heures. Euh, je voulais maintenant vous faire le lien en fait avec ce cas et le modèle d'action robuste.
C'est que, effectivement, moi, pendant très longtemps, hein, je me suis retrouvé face à cette histoire d'entreprise que j'ai essayé de décrire. Et pendant très longtemps, je ne savais pas forcément à quoi j'avais affaire. Je comprenais qu'il y avait une intention stratégique assez claire des dirigeants, de pas mal de personnes dans l'entreprise autour de leur action, mais j'arrivais pas à la relier pendant très longtemps à un modèle en particulier. Et c'est en lisant un peu les différents articles de Ferraro, donc, que vous a présenté probablement Johan ce matin, autour de voilà, l'architecture participative, d'expérimentation distribuée, de multivocalité, multivocité. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce que j'observe, c'est pas une organisation qui essaye de mettre en place, en tout cas qui met en place un peu sans le savoir, comme ça, une stratégie d'action robuste pour faire face à l'incertitude qui est la sienne et pour contribuer aussi à des enjeux de société. Et donc, en reprenant un peu les différents éléments théoriques du modèle d'action robuste développé par Ferraro notamment, bah, je me suis rendu compte que ça collait pas mal. C'est-à-dire que je voyais une entreprise qui effectivement expérimentait beaucoup et elle expérimentait en lien avec des enjeux de société, ou en tout cas avec des enjeux qu'elle décrivait comme étant des enjeux de société. Et ils essayaient de mettre un lien entre toutes ces actions. Le fait de mettre en place une holacratie, le fait de mettre en place, d'investir dans le marché du vrac, etc. Tout ça, pour eux, ça avait un sens. Donc, ils mettaient en lien ces expérimentations pour contribuer à des grands enjeux autour de l'organisation du travail, autour du zéro déchet, etc., etc. Ensuite, je me rendais bien compte qu'ils mettaient en place une forme d'organisation qui était la plus ouverte possible. Donc, il y avait bien cette idée d'architecture participative, c'est-à-dire d'avoir une structure, des règles, une organisation qui permettent à tout un tas d'acteurs de venir se coaliser avec eux et avec leur histoire. Et des acteurs qui peuvent venir d'horizons assez différents et qui, malgré tout, se reconnaissaient dans ce qu'essayait de faire cette entreprise. Que ce soit des artistes, des politiques, des ouvriers, des gens qui habitaient dans Lyon, des gens qui habitaient dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement, ils arrivaient à faire parler d'eux et ils arrivaient à faire venir ces gens-là pour les aider un peu dans leur quête, on peut dire comme ça. Et dernier plan, le discours multivoque, multivocal, où je voyais bien qu'ils développaient aussi un discours, une manière de présenter leur histoire, leur ambition stratégique, qui développait tout un tas d'activités, que ce soit par du discours, par des activités plus matérielles, par des schémas, etc., qui essayaient de montrer en quoi ils pouvaient à un moment donné aussi faire référence dans leur domaine d'activité, tout en réussissant encore une fois à parler à un public très hétérogène. Euh, et un des points que je souligne dans ma thèse, et qui c'est une forme de nouvelle dimension que j'essaye d'ajouter à la stratégie d'action robuste, enfin, en tout cas que j'aimerais bien essayer d'ajouter, c'est que je me rendais compte que derrière leur organisation, derrière leur discours notamment, ils faisaient écho à tout un tas d'imaginaires. Ils convoquaient en fait tout un tas d'imaginaires, qui soient à la fois des imaginaires économiques, sociaux, environnementaux, biologiques, etc., qui soutenaient leur discours pour justement parler à un public aussi hétérogène. Et en faisant vivre comme ça ce discours d'imaginaire, c'est comme ça qu'ils arrivaient à transformer un peu à la fois leur activité quotidienne et leur projection stratégique euh, dans une forme d'utopie organisationnelle. Euh, et c'est la conjonction vraiment pour moi de ces quatre stratégies qui constitue un modèle assez intéressant d'une organisation, d'une entreprise, somme toute assez classique au départ, mais qui aujourd'hui, pour essayer de penser son développement, cherche à mobiliser un peu les différentes dimensions de l'action robuste, enfin, de la robuste action telle qu'elle a pu être théorisée par le passé. Et tout ça pourquoi? Pour contribuer à des enjeux de société. Euh, et donc, rapidement, pour vous mettre ça en concret, hein, c'est qu'effectivement, on prend les quatre piliers du modèle d'action robuste. Bah, on voit qu'il y a des actions derrière assez concrètes, hein. En termes d'expérimentation, on voit une organisation qui investit dans l'utilisation de matériaux écologiques, qui met en place un management ou qui essaye de mettre en place en tout cas un management participatif ouvert, qui essaye de construire une usine dans les règles de l'art de l'écologie industrielle. Et à chaque fois, on voit qu'une organisation qui essaye de certifier ce qu'elle fait. C'est-à-dire elle ne se contente pas de dire je fais du matériel écologique. Elle va chercher des labels,
elle va chercher des preuves scientifiques. Moi-même, quand j'ai fait ma thèse, en fait, je servais quelque part de garant scientifique à la démarche de cette entreprise. Donc, on n'a pas simplement une organisation qui dit, et dans ce cas-là, ça resterait une forme de d'action robust washing ou de greenwashing. On a une entreprise qui essaye de certifier, de labelliser un peu que ce qu'elle fait, c'est effectivement des expérimentations qui ont un sens et qui sont en lien avec des enjeux de société. Du point de vue de l'organisation ouverte, ben, on a une organisation un groupe d'entreprises qui a essayé de faire basculer complètement sa structure d'organisation vers un modèle très ambitieux qui est celui de l'holacratie et qui à terme en fait avait cette ambition, alors c'est ce que j'essaye un peu de montrer dans ce schéma, mais d'essayer de créer en fait plus qu'une organisation, un espèce de réseau d'organisation qui soit là et qui matérialise des liens entre l'organisation Ulteria, les organisations qui en sont membres et même des organisations externes euh, et qui permettent de fédérer comme ça un ensemble d'acteurs qui effectivement va contribuer aux enjeux de société qui sont déterminés par l'organisation Ulteria et qui font référence au domaine du travail, au domaine de l'alimentation, au domaine de la formation, de l'éducation et au domaine de la création du lien un peu du point de vue citoyen. Et donc, on a un peu cette idée une espèce d'architecture organisationnelle qui essaye d'être très ouverte vers l'extérieur et d'intégrer un grand nombre d'acteurs issus à la fois du monde économique, du monde politique, du monde artistique, etc., pour que tous ces gens contribuent aussi à l'organisation Ulteria d'une manière ou d'une autre. Hop, et troisième dimension, cette dimension de discours, où là encore, en étudiant un peu le discours des dirigeants, le discours des cadres, des salariés, etc., je me rendais bien compte hop, qu'ils étaient construits toujours d'une manière assez... il y avait une espèce de structure du discours, structure discursive, structure narrative qui était toujours un peu la même et qui nourrissait un peu l'idée de pouvoir à la fois parler à un grand nombre d'acteurs et de pouvoir montrer que l'organisation Ulteria était une référence ou un domaine de référence ou une référence pardon, dans ces domaines d'activité. Et donc ça partait, tous les discours qui étaient projetés vers l'extérieur étaient toujours un peu bâtis de la même manière. On commençait par dire on est dans une ère de changement, on change de paradigme. Donc finalement, tous nos réflexes, toute manière de faire, on hérite un peu du passé, il faut savoir les modifier, il faut savoir les faire changer. Pour ça, il faut qu'on collabore, il faut qu'on coopère, d'où qu'on vienne finalement, et quelles que soient nos différences, quelque part. Et dans cette grande entreprise de coopération ensemble, bah, il se trouve que nous, Ulteria, on a un savoir-faire à faire parler les gens ensemble, à intégrer des solutions des uns et des autres autour de nos domaines d'activité dans lesquels on essaye d'être des références. Donc en l'occurrence, le marché du vrac, l'agencement de magasins, etc. Et donc effectivement, en fait, quand vous receviez ces discours, d'où que vous veniez, vous pouviez difficilement être en désaccord. Puisque vous pouvez vous dire, oui, effectivement, on est dans un monde où il y a quand même pas mal de défis. On est d'accord que c'est plutôt par la coopération que ça va marcher. Et il se trouve qu'effectivement, je suis face à une entreprise qui a l'habitude de parler avec des acteurs assez hétérogènes et qui s'investit sur ces domaines d'activité et qui investit aussi des preuves concrètes. Donc on avait une forme discursive ici que moi j'associe à de la multivocité et qui en plus était porté par ma dernière dimension, qui était portée par tout un ensemble d'imaginaires. Donc j'en ai listé plein dans ma thèse, je ne vais pas forcément revenir tout de suite dessus, mais on voyait que dans la manière qu'ils avaient de présenter leur organisation, leur présent et la manière dont ils se projetaient vers le futur, ils arrivaient à mobiliser comme ça tout un tas d'imaginaires, euh, soit qui soient voilà, translocal, écologique, biologique, économique aussi, et qui permettaient là, à mon sens, de justement pouvoir parler à cette diversité d'acteurs. En mobilisant en fait, en panthéonisant un peu tout un tas d'imaginaires, donc en mobilisant des imaginaires très variés pour évoquer le futur de son entreprise, bah, de cette manière, vous pouvez autant parler à quelqu'un, à un financeur business angel
qui lui, à un moment donné, veut certes croire à une histoire entrepreneuriale, mais aussi un peu voir une réalité économique derrière. Vous pouvez parler à des éco-preneurs qui, eux, vont plutôt baser leur aventure entrepreneuriale sur des bienfaits écologiques, sur des ambitions écologiques. Vous pouvez parler à des paysans, vous pouvez parler à des artistes, vous pouvez parler à des politiques. Tout le monde, finalement, va se retrouver dans le discours. Et donc, je pense qu'une manière de faire, c'est effectivement de convoquer un peu ces imaginaires. Et donc, pour terminer, l'idée de ce cas, c'est qu'il me semble avoir vu un cas d'entreprise qui effectivement cherche un peu à mobiliser cette idée d'action robuste, enfin en tout cas le fait sans le savoir, mais on pourrait l'associer à ça, et effectivement combine un peu les trois types de stratégies de l'action robuste telles que mis en évidence par Ferraro, discours multivoque, architecture organisationnelle ouverte, expérimentation, et qu'il le fait notamment en convoquant, en panthéonisant comme ça, des imaginaires qui sont très très différents et qui font écho à des actions concrètes, locales, qui sont menées au sein de l'organisation, au sein du groupe d'entreprise. Et donc pour moi, c'est ça qui, cette espèce de panthéonisation des imaginaires, qui permet de maintenir en fait dans le temps cette stratégie d'action robuste. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut encore discuter dans le cadre de la littérature ou autre. Voilà. Je m'arrête parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup. Alors avant de me tourner vers la salle physique et la salle virtuelle, parce que je vois qu'on a quelques personnes connectées, il y a une autre dimension qui est peut-être un petit peu moins noble, donc un peu oubliée dans les rapprochements entre actions robustes et les grands challenges, voilà, le réchauffement climatique, etc., mais qui est très présent dans les écrits de départ de l'action robuste, c'est l'opportunisme flexible qui est un petit peu moins noble, parce que l'opportunisme flexible, ça renvoie à des trucs un tout petit peu négatifs, un tout petit peu, voilà, d'aller chercher les opportunités, les intérêts, et comme c'est très présent dans les écrits sur Côme de Médicis, c'est même présent sur l'analyse de Thomas Edison, et que ça disparaît un peu après. Est-ce que toi, dans les deux entrepreneurs que tu as observés, et dans Ulteria, est-ce que tu vois une version, sans forcément diaboliser l'opportunisme, hein, c'est pas Mm. forcément mal, mais est-ce qu'il y a de cet opportunisme flexible, donc avec un petit peu d'intérêt, un petit peu de, voilà, est-ce que toi tu l'as constaté? Oui, oui, carrément. Je pense qu'on le voit à plusieurs endroits. On le voit déjà dans le fait quand même qu'il continue à se définir entrepreneur et que derrière cette idée d'entrepreneuriat, il y a quand même l'idée de savoir à la fois prendre les opportunités, les bonnes opportunités là où elles sont, quitte après un peu à les habiller d'une belle histoire, à les faire rentrer un peu au forceps, entre guillemets, dans l'histoire de l'entreprise, dans la vision stratégique de l'entreprise, et aussi à abandonner les projets qui marchent pas, quoi, qui décollent pas ou qui s'avèrent pas rentables. Et donc, je pense que là-dessus, on le voit assez bien qu'il y a à un moment donné aussi cette opportunité sur quels sont les projets qui rentrent, qui sont développés ou pas dans l'organisation ou qui sortent. Et c'est dans le projet entrepreneurial, il est jamais déconnecté de l'intérêt aussi plus personnel des entrepreneurs. C'est-à-dire ou des dirigeants, il n'y a pas non plus un désintéressement complet, quoi. Ça reste quand même une entreprise, une société qu'il faut développer, etc. Certes, à un moment donné, on peut proposer l'intéressement des salariés, etc. Mais on n'est pas non plus dans des modèles de fondation où on va léguer l'ensemble de nos parts à un tiers ou à une fondation ou à une personnalité morale externe, quoi. Donc il y a quand même ces questions d'intérêt et d'opportunité qui ne sont pas complètement déconnectées du du projet d'entreprise, quoi. Vous avez des questions, réactions? Ouais. Ouais, peut-être une question par rapport à l'école. Alors, faut que vous éleviez un peu la voix pour qu'on vous entende. Je répéterai la question si besoin, mais Ouais. Par rapport à l'école.
l'école, la mettre. Enfin, j'ai pas compris le projet de mettre une école au milieu de tout projet. La Ouais, place de l'école, la on n'en place a de pas l'école, reparlé. ouais, c'est assez étonnant la place de l'école parce que ça fait plutôt écho à des vieilles théories un peu paternalistes ou des vieux projets d'entreprise un peu utopiques du 19e siècle où beaucoup de dirigeants portaient aussi une réflexion sur la formation éducative des salariés. Et eux, en fait, ont porté cette question assez tôt parce que très tôt, les dirigeants, d'un point de vue personnel, ils n'ont pas voulu mettre leurs enfants dans l'école publique. Euh, à la fois, je pense, pour des raisons idéologiques et puis des raisons aussi de se dire, mais en fait, on veut pas l'éducation telle qu'elle est proposée par l'éducation nationale. Il y a d'autres modèles qui existent, notamment le modèle Montessori, donc qui est aussi inspiré de la chrétienté et qui s'est aussi développé beaucoup dans les types d'éducation alternative, dans les réseaux d'éducation alternative en France. Et donc, au début, c'était un projet complètement annexe. On a ces deux familles, donc les deux entrepreneurs, leurs familles, qui se sont associés à quatre ou cinq autres familles dans cette localité de Lyon pour créer une école Montessori. Au début, c'était vraiment deux projets indépendants qui n'avaient rien à voir. Il y avait l'entreprise, il y avait le projet éducatif pour leurs enfants. Et suite à cette fameuse décision de rachat refusée, c'est là où ils se sont commencés à se dire, mais en fait, on peut essayer de développer un modèle de société qui est un peu plus ambitieux à travers les différentes initiatives qu'on prend, soit des initiatives économiques, notre vie d'entrepreneur, ou des initiatives plus citoyennes ou éducatives à travers nos vies de parents. Et c'est là où ils ont essayé de tout mêler, quoi. Et donc, c'est là un peu de ces différentes initiatives qu'ils ont mêlées et qui est venu ce projet de dire, mais tiens, en fait, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait à côté une école, une usine, une chèvrerie, une maison qui a vocation à accueillir des citoyens et à et à plutôt évoquer des choses citoyennes ou politiques, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Et donc, ils avaient cette idée de non seulement créer un peu des initiatives alternatives dans différents aspects de leur vie, mais en plus de ça, de les mêler. Et c'est une originalité un peu qu'ils souhaitaient porter. Alors, Je ne sais pas voilà, s'il a répondu, en mais attendant qu'il y ait ces questions, mais moi, un des fils rouges qu'on a étudié dans le cours, c'était LVMH. Puis on a étudié d'autres cas d'entreprise. Et une des questions qui était posée à la fin, c'était est-ce que c'est possible d'être un entrepreneur, dirigeant, capitaine d'industrie sans être un peu un prédateur opportuniste? Est-ce que Ulteria, ça serait pas un cas de boîte qui est quand même de belle taille pour une petite boîte? Enfin, c'est pas non plus une TPE. Est-ce que ce qu'il faut pour réussir dans les affaires, créer une entreprise, etc., peut ne pas être dominé par une logique prédatrice? Et est-ce que Ulteria serait un exemple sans prédation ou avec peu de prédation? moi, alors bon, c'est là où je suis peut-être un petit peu biaisé et on pourrait le discuter, mais moi, il me semble que oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même une logique de soins qu'on retrouve pas mal. De soins apportés à l'autre, le soin apporté à la relation, de soins apportés au travail salarié. Alors, ça ne veut pas dire hein, que c'est un monde aussi de bisounours et qu'il n'y a pas à un moment donné des contraintes euh, économiques hein, qui pèsent sur l'organisation. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une place qui est faite à pas mal à l'écoute, il y a une place qui est faite à essayer d'améliorer le plus possible les conditions de travail. Mais par contre, voilà, il y a des choses aussi qui se passaient, qui pouvaient aussi faire écho à un moment donné à de l'exploitation, à de la domination, ou à des formes de prédation, quoi. Mais il y a quand même cette volonté par le modèle, de les limiter le plus possible, en tout cas. Mais ça peut être un bon exemple, ouais, à mon avis. Ben, je pense qu'il y en a d'autres. C'est juste Il y en a d'autres, hein, on en heureusement. venait à se demander si c'est voilà et le fait qu'il y ait de la domination, des jeux de pouvoir, voire de l'exploitation dans certaines mesures. Je ne veux pas dire qu'il y a de la prédation. La prédation, c'est vraiment un rapport très particulier aux concurrents, aux autres, etc. Mais je voulais aussi conclure sur un cas d'entreprise qui est
qui est un pas, tout petit peu moins prédateur que ce qu'on avait étudié. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? non, et Je sais qu'on d'ailleurs, approche de l'heure. souvent, c'est marrant hein, quand quand j'ai fait beaucoup de présentations de ce cas-là, face à des dirigeants qui sont parfois beaucoup plus classiques dans leur manière de concevoir leur vie de dirigeant ou d'entrepreneur. Et il y en a beaucoup qui me disaient, non, mais ce truc-là, ça marche pas, c'est des bisounours, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est marrant parce que ça montre pour moi à quel point, chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants, ils ont quand même internalisé beaucoup des comportements qui sont des comportements de prédation ou des comportements un peu de domination dans la vie économique, euh, qui fait qu'ils ont du mal à voir comme ça arriver d'autres modèles, d'autres histoires, et ils ont du mal à considérer ça comme étant viable. En fait, ils se disent non, mais il y a un loup, soit il nous raconte une belle histoire, et en fait, si on fouille 3 minutes, on voit bien que c'est du pipeau, soit ils sont voués à l'échec, quoi. Et ça, c'est intéressant par contre de voir ça. C'est-à-dire que c'était un cas qui questionnait quand même, qui pas dérangeait, qui questionnait. Ouais, qui échappe un peu à la doxa d'agressivité Ouais. entrepreneur. Ismaël, il y avait une question, réaction. Il faut parler un peu fort. D'accord. Du coup, ma question, c'était par rapport à l'interaction entre l'entreprise américaine et Ethereum. Et en fait, c'était de savoir qu'est-ce qui a créé le déclic à proprement parler. Parce qu'en soi, l'entreprise américaine est dans le même secteur d'activité. Euh, Juste refuser la proposition, ça ne signifiait pas de faire ce changement complètement, voilà quoi, cette transformation complète de leur vision de leur entreprise. Donc, qu'est-ce qui a créé le déclic dans cette interaction pour conduire à ces décisions? C'est une question super intéressante. J'en ai beaucoup parlé avec eux et les éléments qu'ils m'ont rapporté, c'est du coup, je vais me retrouver millionnaire alors c'était quoi, 2015, donc ils avaient 40, ils ont repris à 30 ans, ils avaient allez, 40, entre 40 et 45 ans. Ils allaient me retrouver millionnaire à 45 ans. Quel exemple je vais donner à mes enfants? Beaucoup, ça s'est revenu, de dire, mais en fait, je vais être quelqu'un qui vit de ses rentes, quoi. Donc, je vais entrer dans une logique très capitalistique, en fait. Deuxième élément qui revenait, c'était vis-à-vis des salariés. Euh, Finalement, est-ce que ils avaient passé 15 ans, quasiment 10-15 ans à travailler avec eux, ils avaient vu l'entreprise grandir, ils l'avaient développée. D'un coup, en fait, ils lâchent le manche et ils donnent à des Américains dont on peut se douter des méthodes qu'ils vont utiliser, notamment managériales, et qui vont être très très différentes. Donc ils avaient un peu l'impression de lâcher aussi des liens, en fait, qui étaient des liens très humains. Et un troisième exemple, et ça m'a échappé en vous disant ça, un troisième élément, c'était donc ouais, il y avait l'argent, un peu la suite à donner, les salariés. C'est parti. Ça va revenir, je pense, mais c'est parti. Mais en tout cas, moi, je voyais ça, j'ai analysé ça comme une espèce de rupture de sens, en fait. Pour eux, ça n'avait pas de sens de vendre une aventure entrepreneuriale, qui était une aventure de vie, en fait, hein, et de la vendre aussi chère soit-elle. C'est-à-dire que les liens humains, l'ambition qu'ils avaient ou du coup, qu'ils ont construit à travers ce refus valait plus en fait que des dollars. Et j'ai retrouvé le troisième élément. Le troisième élément, c'était aussi ne pas s'identifier aux Américains. C'est-à-dire que je me souviens très bien, l'entrepreneur me disait, je me souviens très bien, on est allé à New York, on est allé négocier, et ils sont allés très loin dans les négociations, hein. Ils sont allés plusieurs fois à New York. C'est des négociations qu'ils ont tenues assez loin. Et au moment quasiment de signer, ils discutent avec donc le PDG de cette entreprise américaine et lui dit, ah, je vais en vacances, là, je vais faire du golf dans une île des Antilles. Je crois des Antilles, donc pas françaises, mais les Antilles. Et là, il s'est dit, mais moi, je peux pas m'imaginer d'avoir une vie comme ça, d'avoir une vie où, en gros, mon seul plaisir et mon seul loisir, c'est d'aller faire du golf dans un hôtel paradisiaque aux Antilles. Je peux pas imaginer cette vie aussi matérialiste et aussi peu riche de sens. Et donc, je préfère tout envoyer valser cette vie quasiment qui m'était promise pour aller vers quelque chose
qui va beaucoup plus me correspondre avec mes valeurs, ma foi, ce que j'ai construit sur ce territoire, les gens avec qui j'ai tissé un lien, et construire quelque chose qui soit visiblement plus authentique, quoi. Et donc, je pense que voilà, véritablement, il y a cette espèce de question du sens, en fait, qui a permis de révéler cette décision d'accepter ou de ne pas accepter cette offre de rachat. Je ne sais pas si je suis clair, mais Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions et on approche sur la fin, mais en tout cas, super. merci beaucoup Mathieu pour ton temps et les réponses aux questions. Mathieu étant, à ma connaissance, la seule personne qui travaille sur cette notion d'action robuste en France. Ça intéresse des gens ailleurs, mais moi je l'ai découvert dans ta thèse. Mais voilà, donc ça va se développer, mais en attendant, Mathieu est le spécialiste actuel de la question. Ah, je vois une main levée. Et Corentin, ouais. Salut. Oui, bonjour. Je suis venu un peu à l'improviste. Merci beaucoup, Johan, pour la diffusion du lien. Je me permets d'intervenir parce que j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier et je mobilise le cadre de l'action robuste aussi. Et du coup, j'étais très intéressé d'écouter Mathieu. On avait échangé pendant ma thèse. Ouais. Et donc voilà, pour dire que l'action robuste se diffuse aussi en France, ça commence tout juste. Alors je corrige, nous avons en ligne les deux spécialistes, les deux meilleurs spécialistes, parce que ce sont les seuls, mais en tout cas les deux premiers à mobiliser l'action robuste. Donc voilà, moi ça m'intéresse aussi, donc on pourrait faire quelque chose, organiser quelque chose à Nanterre autour de ces questions-là. Mais en tout cas, c'est un cadre important à mobiliser et qu'il faut qu'on mobilise de plus en plus. C'est un cadre intéressant parce qu'il mêle des aspects très émergents, très pratiques, très expérimentaux, avec des enjeux qui dépassent complètement les entreprises, en fait. Quand on parle d'un monde de zéro déchet, d'une distribution alimentaire qui ne produirait plus de déchets, ça dépasse complètement Ulteria. Et les acteurs ne sont pas naïfs, ils le savent très bien. Et malgré tout, ils y vont et ça leur fait pas peur de dire si, on essaye. Et en fait, c'est notre horizon stratégique. Et s'ils n'avaient pas ce discours, cette architecture très ouverte, ces expérimentations qui quand même sont là à un rythme très soutenu, probablement qu'ils ne s'engageraient jamais dans cette voie. Donc je pense que ça peut expliquer en tout cas certains comportements stratégiques ou certains comportements d'entreprise qui sont dans le tissu économique et qui sont aussi des gens qui sont très sérieux par ailleurs, quoi. Qui ne sont pas forcément des huluberlus. Non, mais c'est bien. Puis moi, ça me permet de conclure le cours, non pas sur le fait que les prédateurs gagnent toujours, même s'ils gagnent souvent, mais qu'on peut aussi déployer des stratégies et avoir un peu de réussite sur des choses avec des valeurs et de l'authenticité. Voilà, ça permet de faire atterrir le cours sur quelque chose de pas trop sombre. C'est très bien. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi en tout Corentin. cas. Et à bientôt alors. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.